De cette édition, la fin de la visite d'État du président équato-guinéen à Conakry et une bonne récolte pour les deux pays. Plusieurs accords ont été paraphés ce vendredi. Dialogue politique, aucune nouvelle date, mais le calendrier des communales et communautaires va être remanié. Pouvoir et opposition sont d'accord là-dessus. Et puis ce phénomène difficilement explicable, un arbre qui avait été déraciné s'est relevé 5 jours plus tard. Comment justifier un tel phénomène? Restez avec nous. Bienvenue dans cette édition d'information. Deuxième jour de Ramadan ce vendredi, mais aussi deuxième et dernier jour de la visite d'État du président de Guinée équatoriale à Conakry. Et une grande moisson pour les deux pays. Plusieurs accords ont été signés. Ils visent beaucoup de secteurs de développement. Sanassi Keita. Au terme de 48 heures de visite d'État du président de la Guinée équatoriale à Conakry, les résultats sont concluants. Les résultats qui gravitent autour de la signature de 4 accords de convention dans les domaines des finances, de la santé, de l'agriculture et de l'action sociale. Ces conventions et protocoles vont dans le sens de nous rapprocher de plus en plus réciproquement avec la Guinée équatoriale. Personnellement, j'ai signé un protocole d'entente, la mise en place d'un protocole de non-double imposition entre les deux États. Vous savez, c'est des conventions standards type qu'on passe avec les États amis, avec les pays avec lesquels on peut avoir des relations de développement, que ce soit dans le secteur énergétique, des travaux publics, du commerce, mais en tout cas, c'est l'ensemble des secteurs de développement de pays qui font partie du contenu de ces conventions. La ministre de l'Agriculture, elle, se réjouit de voir les deux pays sceller aujourd'hui une véritable coopération bâtie sur le respect mutuel. C'est un juste retour des choses de voir les deux chefs d'État aujourd'hui signer autant de conventions, autant de protocoles d'accord dans tous les domaines, et ça pourrait être un début de collaboration. Et je sais que le président Obiang et le président, le professeur Alpha Condé, sont tout à fait en droite ligne pour parrainer et favoriser la coopération Sud-Sud. Ceci est un bel exemple de cette coopération Sud-Sud. Un bel exemple de coopération Sud-Sud, réussi dans un esprit de solidarité. C'est ce que les deux chefs d'État viennent de montrer à travers la signature de ces 4 accords de convention qui embrassent tous les secteurs de développement des deux pays. Qui vise à renforcer l'axe Conakry-Malabo, c'est un souhait exprimé par les deux chefs d'État. Cette visite de son Excellence Obiang Nguema Mbasogo a été sanctionnée par un communiqué conjoint, un communiqué qui évoque tous les points que le président Alpha Condé a abordés avec son homologue. Explication, Sanassi Keita. Ce communiqué conjoint résume les intenses activités de 48 heures entre les délégations guinéennes et équato-guinéennes. Les deux délégations ont signé les accords suivants. Communiqué conjoint final, protocole d'entente relatif à la conclusion d'une convention fiscale de non-double imposition entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Accord de coopération dans le domaine de l'agriculture entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Et enfin, protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance de la République de Guinée et le ministère des Affaires sociales, de l'égalité et du genre de la République de Guinée équatoriale. Les deux chefs d'État, au regard des immenses potentialités dont regorge la Guinée équatoriale et la Guinée, ont réitéré leur ferme volonté d'impulser une nouvelle dynamique à leurs relations de coopération en mettant en exergue l'implication effective des investisseurs privés des deux pays. Dans ce communiqué conjoint, on note également l'apport du gouvernement équato-guinéen à la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette visite intervient à un moment où le gouvernement guinéen est engagé dans un programme d'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en République de Guinée. À cet effet, le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo a réitéré le soutien, la solidarité
et la compassion du peuple et du gouvernement équato-guinéen. Son Excellence, le président Théodore Obiang Nguema Basogo, a exprimé l'engagement de son gouvernement à soutenir les efforts du gouvernement guinéen dans son combat pour venir à bout de cette épidémie. Les deux présidents ont en outre instruit leur ministre en charge des Affaires étrangères de procéder à l'examen de l'accord cadre de coopération entre les deux pays en vue de la mise en place de la grande commission mixte de coopération. Dans le même ordre d'idées, Théodore Obiang Nguema Basogo et Professeur Alpha Condé ont également insisté sur l'impérieuse nécessité de multiplier les contacts directs entre les officiels des deux États. L'objectif étant de travailler sur la signature des protocoles sectoriels, notamment dans les domaines des mines, de la pêche, de la santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie et des infrastructures. Le port autonome de Conakry fait partie des installations qui ont réussi leur métamorphose. C'est le constat fait ce vendredi par le président équato-guinéen. Cette institution a connu de l'essor sous l'impulsion du groupe Bolloré et l'engagement de sa direction générale. Autre merveille également visitée, la Blue Zone de Kaloum. Baba Kouyaté, Mabinti Souma. C'est une visite de découverte pour le président équato-guinéen. Visite centrée sur des infrastructures exécutées par le gouvernement de la Troisième République. Il s'agit du port autonome de Conakry et de la Blue Zone de Kaloum. Première étape, le port autonome de Conakry. Ici, le président Théodore Obiang Nguema a apprécié les réalisations faites par le président Alpha Condé au PAC. Réalisations liées à l'extension du quai portier et du terminal à conteneurs. Le port autonome de Conakry est devenu depuis un port attractif et compétitif grâce au partenariat avec le groupe Bolloré. Il y a de cela 2 ans, travaille pour fluidifier le trafic maritime. C'est un président équato-guinéen satisfait des réalisations faites en si peu de temps par son homologue guinéen. La Blue Zone de Kaloum, deuxième étape de cette visite. Ici, les deux présidents sont accueillis par une foule spontanément mobilisée pour la circonstance. Située au cœur de Kaloum, la Blue Zone est un centre éducatif, culturel et sportif. Dans ce sanctuaire dédié à la jeunesse guinéenne, le professeur Alpha Condé a fait visiter à son hôte de marque ce bijou qui fait la fierté de la jeunesse de Kaloum. De la salle de lecture en passant par les salles de formation, les deux présidents ont apprécié les qualités du travail réalisé ici. C'est dans une atmosphère de convivialité que les deux présidents Nguema et professeur Alpha Condé ont quitté cet espace culturel et éducatif de Kaloum, premier du genre en Afrique. Beaucoup d'améliorations constatées ces derniers temps dans le secteur de l'énergie. L'électrification est une priorité pour le président Alpha Condé. Ce vendredi, il a assisté à la signature d'un contrat de gestion de la société Électricité de Guinée par un groupe français. Je vous propose de suivre un extrait de son discours lors de cette cérémonie. L'objectif, c'est de séparer la production de la commercialisation et d'arriver à un partenariat public-privé, c'est-à-dire à ouvrir le capital du EDG au privé. Mais il est évident qu'aucun privé ne mettra 1 centime à EDG tant qu'il ne sera pas, bon, c'est dans la situation actuelle, personne ne mettra de l'argent. Donc l'objectif, c'est partenariat public-privé avec un partenaire privé dans le capital, pas seulement contrat de permanence, et deuxièmement, séparer la production de la commercialisation. Je souhaite que le partenariat avec vous soit un modèle qui va faire comprendre aux Guinéens qu'on a intérêt à faire le partenariat dans les autres secteurs et que ça peut mieux réussir. Mais si ça ne marche pas, on a du mal à imposer dans d'autres secteurs. Donc, puisque la RATP n'a pas été pionnier pour des raisons, il faut que vous soyez pionnier et que vous amenez les Guinéens à changer de mentalité, à être nationaliste, pas nationalisme 3, c'est-à-dire dans les secteurs où on n'est pas performant, accepter des partenaires jusqu'à ce qu'on maîtrise nous-mêmes. Voilà donc le défi que vous avez à redresser. J'espère que le ministre va vous accompagner. Je ne suis pas sûr que les cadres EDG vous accompagneront de bonne volonté. Ça, je ne suis pas du tout sûr. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous souhaite bonne chance et bonne chance à la Guinée. Le reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions avec Ibrahim Keita. Je vous l'annonçais au sommaire, la CENI va remanier le chronogramme électoral au niveau des communales et communautaires. C'était le principal point de discorde entre la mouvance et l'opposition. Et dès demain samedi, des questions de fond vont être abordées.
Deuxième jour de débat ce vendredi et réaction croisée des deux parties. Suivez. Le débat encore était très houleux autour de la réponse à la question préjudicielle de l'opposition relative à l'annulation du chronogramme électoral concernant les communales. Cette question a fait l'objet d'échanges et finalement nous avons eu un consensus selon une formulation qui a été acceptée par tous consacrant l'annulation effective du chronogramme électoral de la CENI diffusé le 10 mars en ce qui concerne en tout cas les élections communales. Mais cette proposition qui est devenue consensuelle entre la mouvance présidentielle et l'opposition doit être transmise dans les heures qui viennent à la CENI et la CENI devrait se retrouver en plénière très rapidement pour statuer sur l'annulation de ce chronogramme. Nous avons évacué la question préjudicielle qu'ils avaient, à savoir annuler le chronogramme relatif aux élections communales. Encore, je précise que les élections présidentielles du 11 octobre ne font pas partie du dialogue. Il reste inchangé pour le 11 octobre. C'est ce que nous avons dit. Nous avons voulu aussi commencer à discuter une fois qu'on a accepté l'ordre du jour. Malheureusement, la délégation de l'opposition n'a mandat que de discuter de la question préjudicielle. Et nous espérons que demain, une délégation plus responsabilisée sera devant nous pour qu'on commence le débat proprement dit. Les propos recueillis par Aboubakar Kamara. C'est une question de restauration de l'autorité de l'État. Tous les domaines étatiques illégalement occupés vont être déguerpis. Demodola a été la première étape. Cap cette semaine sur le site du grand stade de Nongo. Les vieilles baraques et conteneurs sont en train d'être dégagés. Martin Francina de Nongo. Depuis quelques années, le site du grand stade de Nongo est envahi par des occupations illégales, principalement des baraques. Pendant la journée, elles servent d'atelier de soudure ou encore de lavage d'engins roulants. La nuit, certaines s'érigent en buvettes. La situation retient l'attention des autorités du département de la ville et de l'aménagement du territoire. Le ministre Dursi Loton, première décision, le déguerpissement immédiat de tous les occupants des lieux. Mais parmi les mêmes occupants, certains accusent les responsables locaux qui auraient ordonné leur installation ici. Tout est correct. Est-ce que vous voyez, le chèque m'a donné autorisation de s'asseoir, comme il m'a donné autorisation de s'asseoir, comme on dirait, c'est Datur seulement qui m'avait dit qu'ici, là, on ne doit pas s'asseoir ici. Mais si tu asseoir ici, quand on est prêt, on ne va pas te rembourser, on va te faire quitter. Je dis là, pas de problème. Le directeur des stades m'a donné ça. Il m'a dit, venez ici là d'abord, sur les besoins de travail ici là, on va signaler ma pour que ma quitte ici. À travers cette opération de récupération des domaines publics, les responsables de ces secteurs entendent informer les Guinéens des normes d'occupation des terres et de construction. Obtenues grâce au fonds de l'habitat, elle se mettra en chemin pour démolir toutes les occupations illégales. On s'est battu des années pour que la partie là soit désenclavée, pour permettre aux gens de venir occuper le marché commercialement. Quand la partie qui est entre le marché et le stade est désenclavé, la route passe, automatiquement les gens sont contents de faire mettre du commerce là-dedans. Donc là, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de problème. On faisait l'urbanisation par correspondance ou par télépathie parce qu'on venait mettre la croix et le constructeur venait badigeonner. On n'avait pas les moyens appropriés pour pouvoir faire notre politique. Donc aujourd'hui, nous sommes tout heureux que tout Guinéen sache que réellement l'habitat est en train de renaître. Après cette action de déguerpissement, les responsables du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire souhaitent l'accompagnement des autres secteurs pour la viabilisation des domaines mis à leur disposition. Avec le projet d'installation des cantines scolaires, où en sommes-nous? Les chiffres font état de 400 cantines déjà installées sur les 720 que l'USAID finance. La préfecture de Dubreka va abriter 7 cantines. Notre reporter Safia Toukondé n'a certes pas mangé, elle était à jeun, mais elle a contemplé les écoliers déguster leur tout premier plat. Reportage. Il n'y a pas plus difficile que d'enseigner un enfant qui a faim. En ces termes,
L'ambassadeur des États-Unis remet la toute première cantine scolaire aux autorités de Dubreka. Bondorori, dans la préfecture de Dubreka, nous sommes à l'école primaire Mustafa Kaba. Ici, les bénéficiaires dégustent le tout premier plat de la cantine. Désormais, ils auront droit au déjeuner du lundi au vendredi. La provision est estimée à 900 kg de vivres pour 38 jours de ration. Ça va changer le comportement scolaire. Parce que les enfants qui ont l'habitude de chômer, quand il sait que quand je reviens à l'école, j'ai quelque chose à manger, je sais qu'il ne va pas chômer. Il sera toujours là et puis le matin. Et il y a quelque chose aussi qui accompagne cela, c'est le retard. Quand tu viens en retard, tu n'es pas inscrit sur la liste, à 8h30, tu n'as pas droit au repas. Donc ça va encourager les enfants d'être matinal à l'école pour assister à la montée des couleurs qui n'est pas tellement habitude au village. À Dubreka, il est prévu 7 cantines scolaires sur les 720 qui doivent être reparties entre les écoles guinéennes. Déjà, certaines préfectures en ont bénéficié. Au total, 400 cantines ont vu le jour grâce à l'appui financier du gouvernement américain à travers l'USAID. Et notre objectif est d'alimenter plus que 113 000 élèves guinéens. Notre objectif est d'abord d'encourager les gens d'envoyer leurs enfants à l'école. Deuxièmement, l'objectif est d'encourager les familles d'envoyer aussi les filles aux écoles pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'un avenir meilleur. Il est presque impossible d'apprendre un enfant qui n'a pas mangé. C'est un nouveau don qui nous permet au PAM de faire une expansion de ce projet des cantines scolaires. Actuellement en Guinée, le PAM met en œuvre avec le ministère de l'Enseignement à peu près 800 cantines scolaires. Et avec ce don, nous pouvons passer maintenant à plus de 1600 cantines. Le choix de l'école primaire de Bondorori dans Dubreka est relatif aux conditions d'apprentissage précaires des élèves. Cette cantine devrait combler le besoin alimentaire de ces derniers, espèrent les donateurs. Comment évoluent les micro-projets que l'ambassade d'Allemagne a lancés pour cette année 2015? Beaucoup sont presque achevés. Il y en a un qui l'est déjà. C'est l'école primaire de Bouléré dans la préfecture de Mali. Une initiative pour encourager la scolarisation des enfants. Akalesouma. C'est un projet qui a été élaboré en 2013 par l'ONG Adekoma avec les populations bénéficiaires. C'est en 2014 qu'il a été cofinancé par l'ambassade d'Allemagne à près de 90 millions de francs guinéens et par les populations à hauteur de 81 millions. Aujourd'hui, les élèves de Bouléré ont une nouvelle école de 3 classes, plus la direction. L'ambassade d'Allemagne vient de résoudre un de nos problèmes, une de nos priorités. Notre priorité, c'est l'éducation de nos enfants. Car instruire et éduquer un enfant, c'est préparer l'avenir du pays. Donc, dans cette ligne de mire, nous sommes très satisfaits de l'intervention, de l'appui de l'ambassade d'Allemagne. D'un simple hangar en 1974 à un bâtiment de 2 salles en banco en 1980, les enfants de Bouléré pourront très bientôt étudier dans cette nouvelle école en ciment obtenue grâce à l'ambassade d'Allemagne qui œuvre pour l'éducation des enfants. Je vois tout cet enthousiasme, c'est vraiment émouvant de voir la motivation des enfants à apprendre dans la vie. C'est primordial pour le pays. Et l'Allemagne est prête, disons, à soutenir chaque activité dans le domaine de l'éducation qui est dans ce pays. Pour la nouvelle école de Bouléré, la garantie d'un avenant de 35 millions de francs guinéens pour équiper l'école a été obtenue et l'ambassade s'engage à y faire face dans un très bref délai pour permettre aux enfants d'utiliser leur nouvelle salle de classe dès le début de l'année scolaire 2015-2016. Mine, un document pour les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Il s'agit d'un guide intitulé Mines et communautés. Il traite de la gestion des conflits qui éclatent souvent dans les zones minières. Le document a été offert par l'association du barreau américain. Ça, Marathon. L'exploitation minière dans de nombreuses zones de la Guinée est souvent source de conflits entre les populations et les compagnies minières évoluant sur place. Pour remédier à ce problème, l'association du barreau américain vient de mettre à la disposition des acteurs sociaux un guide consacré aux mines et aux communautés. Un document de 279 pages qui traite des questions de bonne coopération entre les communautés locales des zones minières et les sociétés d'exploitation. Là, ce guide de manière participative
avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les compagnies minières, les communautés minières, les organisations de la société civile et surtout les acteurs étatiques en vue de mettre à la disposition de tout le monde un outil pratique, simple, facile d'accès et où on peut retrouver les principales informations concernant le respect des droits de l'homme, notamment les droits des communautés minières dans le cadre de l'exploitation minière industrielle. Le respect des droits des personnes et de leurs biens, la protection de l'environnement et la responsabilité de tous les acteurs des zones minières sont abordés dans cet ouvrage. Son élaboration suscite de l'espoir chez les autorités administratives et locales. Ce document, c'est un bon document de communication. Il indique la stratégie de négociation, de médiation et puis l'attitude des agents de sécurité dans des zones minières pour protéger et sécuriser les personnes et les biens. La mise à disposition de ces guides va favoriser la collaboration et la cohésion sociale entre les différentes communautés des zones minières et des compagnies, ce qui permettra à la Guinée d'amorcer un développement durable. L'environnement mer nature continue d'être fortement agressé à Conakry et en milieu rural, ce qui a fini par créer des zones menacées par une inquiétante sahélisation. La ministre de l'Environnement, Adja Kadiatou Ndiaye, lance un plaidoyer depuis Kindia à l'occasion de la journée de lutte contre la désertification. Habib Cham, Adramé Bari. Kindia, une ville jadis verdoyante. La population de cette préfecture assiste désespérément à la dégradation de l'écosystème. Dans ce climat, est célébrée ici la journée mondiale de lutte contre la désertification. On n'a rien sans rien, investissons dans des sols vivants, tel est le slogan de cette année. L'occasion pour la ministre de l'Environnement d'appeler à la mobilisation. Il faut mener simultanément trois mesures, à savoir prévenir la dégradation de nouvelles terres, mettre en état les terres déjà dégradées et pour chaque hectare de terre dégradée, reboiser ou régénérer un hectare de terre dans le même écosystème et pendant la même période. Cet appel exige des actions concrètes. À Koukou, dans la banlieue de Kindia, un reboisement est entrepris. Il intervient dans une ancienne forêt classée dont l'existence est menacée par l'urbanisation incontrôlée. Il y avait des forêts qui ont été classées par les Blancs, qui ne sont pas guinéens. Mais aujourd'hui, où sont ces forêts? Et nous, qu'est-ce qu'on a remis à sa place? Il y avait ici 70 hectares. Aujourd'hui, nous parlons de 43 hectares. Et ces 43 hectares-là aussi sont convoités par les populations. Il y a eu tête de source ici. Cela veut dire que plusieurs rivières prennent leur source ici. Dans les pays où l'espérance de vie est grande, l'environnement est protégé. La conquête des terres, une course folle à Kindia, Koukou en particulier. Un homme en uniforme vient de se tailler cette parcelle. Il dit être de la présidence. Certes, un rempart pour se mettre à l'abri. Il y a un énorme mystère qui entoure ce phénomène insolite. Cela s'est produit dans le quartier Ibessia, au niveau de la cité de l'air pour être plus précis. Un arbre avait été déraciné par la tornade de samedi dernier. 5 jours plus tard, l'arbre était encore debout et profondément enraciné. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela a-t-il été possible? Scientifiques et religieux n'ont pas les mêmes explications. Isidore Gonona Nanamo de Toukarata. Nous sommes ici à Bessia Cité École. Cet attroupement n'est pas fortuit. Tous sont des curieux venus de partout pour observer cet arbre. Déraciné le week-end dernier par un vent violent, l'arbre s'est redressé après 5 jours. Toute chose qui suscite l'étonnement. L'arbre planté. Mais je suis étonné, mon gars. Je dis, mais ça c'est quel miracle? Je dis, ça c'est miraculeux. Moi, je n'ai pas de miracle. Je n'ai pas de Le matin à 7 h, on faisait la vaisselle. Quand on a vu l'arbre se redresser, cela nous a beaucoup étonnés. Pour l'imam du quartier, c'est un phénomène très rare dont l'explication relève du domaine du mystère. C'était posé à terre. On a vu un jour, un beau matin,
s'est levé, c'est s'arrêter, c'est comme quelqu'un qui a poussé des remontées comme ce qu'il était. Donc pour vous dire, tout ce que je peux dire pour ces bois-là, c'est la volonté de Dieu qui a manifesté là-dessus. Personne n'a touché des doigts. Après avoir vu les images du phénomène, le Centre de recherche scientifique CERESCOR apporte une explication physique. Pour Dr Clotaire Nyamaomi, le phénomène est loin d'un mystère. Un arbre n'est jamais déraciné totalement. C'est toujours un côté qui est déraciné et là vous voyez de l'autre côté. Pour le cas présent, c'est le fait d'avoir coupé les branches qui fait que les poids, les charges qui retenaient tout l'arbre couché, n'existant plus, le tronc est revenu debout à sa place initiale. Comme tu mets le pied sur un ressort, alors quand tu le lâches, eh bien, le ressort prend sa place initiale. C'est tout, il n'y a aucun problème ici, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'autre explication. En attendant, l'arbre de Bessia École continue d'attirer des curieux. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Au terme de 48 heures de visite d'État du président de la Guinée équatoriale à Conakry, les résultats sont concluants. Les résultats qui gravitent autour de la signature de 4 accords de convention dans les domaines des finances, de la santé, de l'agriculture et de l'action sociale. Les relations entre la Guinée et la Guinée équatoriale sont au beau fixe. Les chefs d'État l'ont exprimé à travers leur volonté réciproque de donner une dynamique plus importante à cette relation. Et effectivement, nous avons signé des accords de convention avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Guinée équatoriale dans le secteur économique, finances publiques, fiscalité. Ensuite, le secteur social, l'agriculture et aussi dans le secteur de la santé. Alors ces conventions et protocoles vont dans le sens de nous rapprocher de plus en plus réciproquement avec la Guinée équatoriale. Personnellement, j'ai signé un protocole d'entente, la mise en place d'un protocole de non-double imposition entre les deux États. Vous savez, c'est des conventions standards type qu'on passe avec les États amis, avec les pays avec lesquels on peut avoir des relations de développement, que ce soit dans le secteur énergétique, des travaux publics, du commerce, mais en tout cas, c'est l'ensemble des secteurs du développement du pays qui font partie de du contenu de ces conventions. La ministre de l'Agriculture, elle, se réjouit de voir les deux pays sceller aujourd'hui une véritable coopération bâtie sur le respect mutuel. Je pense que c'est un accord qui aurait dû être fait il y a bien longtemps, compte tenu de la vieille amitié que la Guinée a toujours montré, la Guinée-Conakry a toujours montré vis-à-vis de la Guinée équatoriale. Et moi, personnellement, j'ai fait mes études à l'Institut Polytechnique avec beaucoup d'Équato-Guinéens qui étaient de cette édition, la fin de la visite d'État du président équato-guinéen à Conakry et une bonne récolte pour les deux pays. Plusieurs accords ont été paraphés ce vendredi. Dialogue politique, aucune nouvelle date, mais le calendrier des communales et communautaires va être remanié. Pouvoir et opposition sont d'accord là-dessus. Et puis ce phénomène difficilement explicable, un arbre qui avait été déraciné s'est relevé 5 jours plus tard. Comment justifier un tel phénomène? Restez avec nous. Bienvenue dans cette édition d'information. Deuxième jour de Ramadan ce vendredi, mais aussi deuxième et dernier jour de la visite d'État du président de Guinée équatoriale à Conakry. Et une grande moisson pour les deux pays. Plusieurs accords ont été signés. Ils visent beaucoup de secteurs de développement. Sanassi Keita. Au terme de 48 heures de visite d'État du président de la Guinée équatoriale à Conakry, les résultats sont concluants.
Les résultats qui gravitent autour de la signature de 4 accords de convention dans les domaines des finances, de la santé, de l'agriculture et de l'action sociale. Ces conventions et protocoles vont dans le sens de nous rapprocher de plus en plus réciproquement avec la Guinée équatoriale. Personnellement, j'ai signé un protocole d'entente, la mise en place d'un protocole de non-double imposition entre les deux États. Vous savez, c'est des conventions standards type qu'on passe avec les États amis, avec les pays avec lesquels on peut avoir des relations de développement, que ce soit dans le secteur énergétique, des travaux publics, du commerce, mais en tout cas, c'est l'ensemble des secteurs de développement de pays qui font partie du contenu de ces conventions. La ministre de l'Agriculture, elle, se réjouit de voir les deux pays sceller aujourd'hui une véritable coopération bâtie sur le respect mutuel. C'est un juste retour des choses de voir les deux chefs d'État aujourd'hui signer autant de conventions, autant de protocoles d'accord dans tous les domaines, et ça pourrait être un début de collaboration. Et je sais que le président Obiang et le président, le professeur Alpha Condé, sont tout à fait en droite ligne pour parrainer et favoriser la coopération Sud-Sud. Ceci est un bel exemple de cette coopération Sud-Sud. Un bel exemple de coopération Sud-Sud, réussi dans un esprit de solidarité. C'est ce que les deux chefs d'État viennent de montrer à travers la signature de ces 4 accords de convention qui embrassent tous les secteurs de développement des deux pays. Qui vise à renforcer l'axe Conakry-Malabo, c'est un souhait exprimé par les deux chefs d'État. Cette visite de son Excellence Obiangé Mambasogo a été sanctionnée par un communiqué conjoint, un communiqué qui évoque tous les points que le président Alpha Condé a abordés avec son homologue. Explication, Sanassi Keita. Ce communiqué conjoint résume les intenses activités de 48 heures entre les délégations guinéennes et équato-guinéennes. Les deux délégations ont signé les accords suivants. Communiqué conjoint final, protocole d'entente relatif à la conclusion d'une convention fiscale de non-double imposition entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Accord de coopération dans le domaine de l'agriculture entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Et enfin, protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance de la République de Guinée et le ministère des Affaires sociales, de l'égalité et du genre de la République de Guinée équatoriale. Les deux chefs d'État, au regard des immenses potentialités dont regorgent la Guinée équatoriale et la Guinée, ont réitéré leur ferme volonté d'impulser une nouvelle dynamique à leurs relations de coopération en mettant en exergue l'implication effective des investisseurs privés des deux pays. Dans ce communiqué conjoint, on note également l'apport du gouvernement équato-guinéen à la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette visite intervient à un moment où le gouvernement guinéen est engagé dans un programme d'éradication de la fièvre hémorragique. Le reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions avec Ibrahim Keita. Je vous l'annonçais au sommaire, la CENI va remanier le chronogramme électoral au niveau des communales et communautaires. C'était le principal point de discorde entre la mouvance et l'opposition. Et dès demain samedi, des questions de fond vont être abordées. Deuxième jour de débat ce vendredi et réactions croisées des deux partis. Suivez. Le débat a encore été déroulé autour de la réponse à la question préjudicielle de l'opposition relative à l'annulation du chronogramme électoral concernant les communales. Cette question a fait l'objet d'échanges et finalement nous avons eu un consensus selon une formulation qui a été acceptée par tous consacrant l'annulation effective du chronogramme électoral de la CENI diffusé le 10 mars en ce qui concerne en tout cas les élections communales. Mais cette proposition qui est devenue consensuelle entre la mouvance présidentielle et l'opposition doit être transmise dans les heures qui viennent à la CENI et la CENI devrait se retrouver en plénière très rapidement pour statuer sur l'annulation de ce chronogramme.
avons évacué la question préjudicielle qu'ils avaient, à savoir annuler le chronogramme relatif aux élections communales. Encore, je précise que les élections présidentielles du 11 octobre ne font pas partie du dialogue. Il reste inchangé pour le 11 octobre. C'est ce que nous avons dit. Nous avons voulu aussi commencer à discuter une fois qu'on a accepté l'ordre du jour. Malheureusement, la délégation de l'opposition n'a mandat que de discuter de la question préjudicielle. Et nous espérons que demain, une délégation plus responsabilisée sera devant nous pour qu'on commence le débat proprement dit. Les propos recueillis par Aboubakar Kamara. C'est une question de restauration de l'autorité de l'État. Tous les domaines étatiques illégalement occupés vont être déguerpis. Demodola a été la première étape. Cap cette semaine sur le site du grand stade de Nongo. Les vieilles baraques et conteneurs sont en train d'être dégagés. Martin Francina Denon. Depuis quelques années, le site du grand stade de Nongo est envahi par des occupations illégales, principalement des baraques. Pendant la journée, elles servent d'atelier de soudure ou encore de lavage d'engins roulants. La nuit, certaines s'érigent en buvette. La situation retient l'attention des autorités du département de la ville et de l'aménagement du territoire. Le ministre durcit le ton. Première décision, le déguerpissement immédiat de tous les occupants des lieux. Mais parmi les mêmes occupants, certains accusent les responsables locaux qui auraient ordonné leur installation ici. Tout est correct. Est-ce que vous voyez, le chèque m'a donné autorisation de s'asseoir, comme il m'a donné autorisation de s'asseoir, comme on dirait, c'est Datur seulement qui m'avait dit qu'ici, là, on ne doit pas s'asseoir ici. Mais si tu asseoir ici, quand on est prêt, on ne va pas te rembourser, on va te faire quitter. Je dis là, pas de problème. Le directeur des stades m'a donné ça. Il m'a dit, venez ici là d'abord, sur les besoins de travail ici là, on va signaler pour que ma quitte ici. À travers cette opération de récupération des domaines publics, les responsables de ces secteurs entendent informer les Guinéens des normes d'occupation des terres et de construction. Obtenue grâce au fonds de l'habitat, elle se mettra en chemin pour démolir toutes les occupations illégales. On s'est battu des années pour que la partie là soit désenclavée, pour permettre aux gens de venir occuper le marché commercialement. Quand la partie qui est entre le marché et le stade est désenclavé, la route passe, automatiquement les gens sont contents de faire mettre du commerce là-dedans. Donc là, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de problème. On faisait l'urbanisation par correspondance ou par télépathie parce qu'on venait mettre la croix et le constructeur venait badigeonner. On n'avait pas les moyens appropriés pour pouvoir faire notre politique. Donc aujourd'hui, nous sommes tout heureux que tout Guinéen sache que réellement l'habitat est en train de renaître. Après cette action de déguerpissement, les responsables du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire souhaitent l'accompagnement des autres secteurs pour la viabilité en République de Guinée. À cet effet, le président Théodore Obiang Nguema Bassego a réitéré le soutien, la solidarité et la compassion du peuple et du gouvernement équato-guinéen. Son Excellence, le président Théodore Obiang Nguema Bassego, a exprimé l'engagement de son gouvernement à soutenir les efforts du gouvernement guinéen dans son combat pour venir à bout de cette épidémie. Les deux présidents ont en outre instruit leur ministre en charge des Affaires étrangères de procéder à l'examen de l'accord cadre de coopération entre les deux pays en vue de la mise en place de la grande commission mixte de coopération. Dans le même ordre d'idées, Théodore Obiang Nguema Bassego et Prosper Alpha Condé ont également insisté sur l'impérieuse nécessité de multiplier les contacts directs entre les officiels des deux États. L'objectif étant de travailler sur la signature des protocoles sectoriels, notamment dans les domaines des mines, de la pêche, de la santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie et des infrastructures.
Le port autonome de Conakry fait partie des installations qui ont réussi leur métamorphose. C'est le constat fait ce vendredi par le président équato-guinéen. Cette institution a connu de l'essor sous l'impulsion du groupe Bolloré et l'engagement de sa direction générale. Autre merveille également visitée, la Blue Zone de Kaloum. Baba Kouyaté, Mabinti Souma. C'est une visite de découverte pour le président équato-guinéen. Visite centrée sur des infrastructures exécutées par le gouvernement de la Troisième République. Il s'agit du port autonome de Conakry et de la Blue Zone de Kaloum. Première étape, le port autonome de Conakry. Ici, le président Théodoro Obiang Nguema a apprécié les réalisations faites par le président Alpha Condé au PAC. Réalisations liées à l'extension du quai portier et du terminal à conteneurs. Le port autonome de Conakry est devenu depuis un port attractif et compétitif grâce au partenariat avec le groupe Bolloré. Il y a de cela 2 ans, travaille pour fluidifier le trafic maritime. C'est un président équato-guinéen satisfait des réalisations faites en si peu de temps par son homologue guinéen. La Blue Zone de Kaloum, deuxième étape de cette visite. Ici, les 2 présidents sont accueillis par une foule spontanément mobilisée pour la circonstance. Située au cœur de Kaloum, la Blue Zone est un centre éducatif, culturel et sportif. Dans ce sanctuaire dédié à la jeunesse guinéenne, le professeur Alpha Condé a fait visiter à son hôte de marque ce bijou qui fait la fierté de la jeunesse de Kaloum. De la salle de lecture en passant par les salles de formation, les 2 présidents ont apprécié les qualités du travail réalisé ici. C'est dans une atmosphère de convivialité que les 2 présidents Nguema et professeur Alpha Condé ont quitté cet espace culturel et éducatif de Kaloum, premier du genre en Afrique. Beaucoup d'améliorations constatées ces derniers temps dans le secteur de l'énergie. L'électrification est une priorité pour le président Alpha Condé. Ce vendredi, il a assisté à la signature d'un contrat de gestion de la société Électricité de Guinée par un groupe français. Je vous propose de suivre un extrait de son discours lors de cette cérémonie. L'objectif, c'est de séparer la production de la commercialisation et d'arriver à un partenariat public-privé, c'est-à-dire à ouvrir le capital du EDG au privé. Mais il est évident qu'aucun privé ne mettra 1 centime à EDG tant qu'il ne sera pas, bon, dans la situation actuelle, personne ne mettra de l'argent. Donc l'objectif, c'est partenariat public-privé avec un partenaire privé dans le capital, pas seulement contrat de permanence. Et deuxièmement, séparer la production de la commercialisation. Je souhaite que le partenariat avec vous soit un modèle qui va faire comprendre aux Guinéens qu'on a intérêt à faire le partenariat dans les autres secteurs et que ça peut mieux réussir. Mais si ça ne marche pas, on a du mal à imposer dans d'autres secteurs. Donc, puisque la RATP n'a pas été pionnier pour des raisons, il faut que vous soyez pionnier et que vous amenez les Guinéens à changer de mentalité, à être nationaliste, pas nationalisme mais 3. C'est-à-dire dans les secteurs où on n'est pas performant, accepter des partenaires jusqu'à ce qu'on maîtrise nous-mêmes. Voilà donc le défi que vous avez à redresser. J'espère que le ministre va vous accompagner. Je ne suis pas sûr que les cadres EDG vous accompagneront de bonne volonté. Ça, je ne suis pas du tout sûr. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous souhaite bonne chance et bonne chance à la Guinée. Stabilisation des domaines mis à leur disposition. Avec le projet d'installation des cantines scolaires, où en sommes-nous? Les chiffres font état de 400 cantines déjà installées sur les 720 que l'USAID finance. La préfecture de Dubrika va abriter 7 cantines. Notre reporter Safia Toukondé n'a certes pas mangé, elle était à jeun, mais elle a contemplé les écoliers déguster leur tout premier plat. Reportage. Il n'y a pas plus difficile que d'enseigner un enfant qui a faim. En ces termes, l'ambassadeur des États-Unis remet la toute première cantine scolaire aux autorités de Dubrika. Bondohori, dans la préfecture de Dubrika, nous sommes à l'école primaire Mustafa Kaba. Ici, les bénéficiaires dégustent le tout premier plat de la cantine. Désormais, ils auront droit au déjeuner du lundi au vendredi. La provision est estimée à 900 kg de vivres pour 38 jours de ration. Ça va changer le comportement scolaire. Parce que les enfants qui ont l'habitude de chômer, quand ils savent que quand je reviens à l'école, j'ai quelque chose à manger, je sais qu'il ne va pas chômer. Il sera toujours là et puis le matin. Et il y a quelque chose aussi qui accompagne cela, c'est le retard. Quand tu viens en retard, tu n'es pas inscrit sur la liste, à 8h30, tu n'as pas droit au repas.
Donc ça va encourager les enfants d'être matinal à l'école pour assister à la montée des couleurs qui n'est pas tellement habitude au village. À Dubreka, il est prévu 7 cantines scolaires sur les 720 qui doivent être reparties entre les écoles guinéennes. Déjà, certaines préfectures en ont bénéficié. Au total, 400 cantines ont vu le jour grâce à l'appui financier du gouvernement américain à travers l'USAID. Et notre objectif est d'alimenter plus que 113 000 élèves guinéens. Notre objectif est d'abord d'encourager les gens d'envoyer leurs enfants à l'école. Deuxièmement, l'objectif est d'encourager les familles d'envoyer aussi les filles aux écoles pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'un avenir meilleur. Il est presque impossible d'apprendre un enfant qui n'a pas mangé. C'est un nouveau don qui nous permet au PAM de faire une expansion de ce projet des cantines scolaires. Actuellement en Guinée, le PAM met en œuvre avec le ministère de l'Enseignement à peu près 800 cantines scolaires. Et avec ce don, nous pouvons passer maintenant à plus de 1600 cantines. Le choix de l'école primaire de Bondorori dans Dubreka est relatif aux conditions d'apprentissage précaires des élèves. Cette cantine devrait combler le besoin alimentaire de ces derniers, espèrent les donateurs. Comment évoluent les micro-projets que l'ambassade d'Allemagne a lancés pour cette année 2015? Beaucoup sont presque achevés. Il y en a un qui l'est déjà. C'est l'école primaire de Bouléré dans la préfecture de Mali. Une initiative pour encourager la scolarisation des enfants. C'est un projet qui a été élaboré en 2013 par l'ONG Adekoma avec les populations bénéficiaires. C'est en 2014 qu'il a été cofinancé par l'ambassade d'Allemagne à près de 90 millions de francs guinéens et par les populations à hauteur de 81 millions. Aujourd'hui, les élèves de Bouléré ont une nouvelle école de 3 classes, plus la direction. L'ambassade d'Allemagne vient de résoudre un problème, un de nos problèmes, une de nos priorités. Notre priorité, c'est l'éducation de nos enfants. Car instruire et éduquer un enfant, c'est préparer l'avenir du pays. Donc, dans cette ligne de mire, nous sommes très satisfaits de l'intervention, de l'appui de l'ambassade d'Allemagne. D'un simple hangar en 1974 à un bâtiment de 2 salles en banco en 1980, les enfants de Bouléré pourront très bientôt étudier dans cette nouvelle école en ciment obtenue grâce à l'ambassade d'Allemagne qui œuvre pour l'éducation des enfants. Tout cet enthousiasme, c'est vraiment émouvant de voir la motivation des enfants à apprendre dans la vie. C'est primordial pour le pays. Et l'Allemagne est prête, disons, à soutenir chaque activité dans le domaine de l'éducation qui est dans ce pays. Pour la nouvelle école de Bouléré, la garantie d'un avenant de 35 millions de francs guinéens pour équiper l'école a été obtenue et l'ambassade s'engage à y faire face dans un très bref délai pour permettre aux enfants d'utiliser leur nouvelle salle de classe dès le début de l'année scolaire 2015-2016. Mine, un document pour les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Il s'agit d'un guide intitulé Mines et communautés et traite de la gestion des conflits qui éclatent souvent dans les zones minières. Le document a été offert par l'association du barreau américain. Ça, Marathon. L'exploitation minière dans de nombreuses zones de la Guinée est souvent source de conflits entre les populations et les compagnies minières évoluant sur place. Pour remédier à ce problème, l'association du barreau américain vient de mettre à la disposition des acteurs sociaux un guide consacré aux mines et aux communautés. Un document de 279 pages qui traite des questions de bonne coopération entre les communautés locales des zones minières et les sociétés d'exploitation. Ce guide de manière participative avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les compagnies minières, les communautés minières, les organisations de la société civile, et surtout les acteurs étatiques en vue de mettre à la disposition de tout le monde un outil pratique, simple, facile d'accès et où on peut retrouver les principales informations concernant le respect des droits de l'homme, notamment les droits des communautés minières dans le cadre de l'exploitation minière industrielle. Le respect des droits des personnes et de leurs biens, la protection de l'environnement et la responsabilité de tous les acteurs des zones minières sont abordés dans cet ouvrage. Son élaboration suscite de l'espoir chez les autorités administratives et locales. Ce document, c'est un bon document de communication. Il indique
la stratégie de négociation, de médiation, et puis l'attitude des agents de sécurité dans des zones minières pour protéger et sécuriser les personnes et les biens. La mise à disposition de ces guides va favoriser la collaboration et la cohésion sociale entre les différentes communautés des zones minières et des compagnies, ce qui permettra à la Guinée d'amorcer un développement durable. L'environnement mer nature continue d'être fortement agressé à Conakry et en milieu rural, ce qui a fini par créer des zones menacées par une inquiétante sahélisation. La ministre de l'Environnement, Adja Kadiatou Ndiaye, lance un plaidoyer depuis Kindia à l'occasion de la journée de lutte contre la désertification. Habib Cham, Adramé Bari. Kindia, une ville jadis verdoyante. La population de cette préfecture assiste désespérément à la dégradation de l'écosystème. Dans ce climat, est célébrée ici la journée mondiale de lutte contre la désertification. On n'a rien sans rien, investissons dans des sols vivants, tel est le slogan de cette année. L'occasion pour la ministre de l'Environnement d'appeler à la mobilisation. Il faut mener simultanément 3 mesures, à savoir prévenir la dégradation de nouvelles terres, mettre en état les terres déjà dégradées et pour chaque hectare de terre dégradée, reboiser ou régénérer 1 hectare de terre dans le même écosystème et pendant la même période. Cet appel exige des actions concrètes. À Koukou, dans la banlieue de Kindia, un reboisement est entrepris. Il intervient dans une ancienne forêt classée dont l'existence est menacée par l'urbanisation incontrôlée. Il y avait des forêts qui ont été classées par les Blancs, qui ne sont pas guinéens. Mais aujourd'hui, où sont ces forêts? Et nous, qu'est-ce qu'on a remis à sa place? Il y avait ici 70 hectares. Aujourd'hui, nous parlons de 43 hectares. Et ces 43 hectares-là aussi sont convoités par les populations. Il y a eu tête de source ici. Cela veut dire que plusieurs rivières prennent leur source ici. Dans les pays où l'espérance de vie est grande, l'environnement est protégé. La conquête des terres, une course folle à Kindia, Koukou en particulier. Un homme en uniforme vient de se tailler cette parcelle. Il dit être de la présidence. Certes, un rempart pour se mettre à l'abri. Il y a un énorme mystère qui entoure ce phénomène insolite. Cela s'est produit dans le quartier Bessia, au niveau de la cité de l'air pour être plus précis. Un arbre avait été déraciné par la tornade de samedi dernier. 5 jours plus tard, l'arbre était encore debout et profondément enraciné. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela a-t-il été possible? Scientifiques et religieux n'ont pas les mêmes explications. Isidore Gonona Nanamo de Tukarata. Nous sommes ici à Bessia Cité École. Cet attroupement n'est pas fortuit. Tous sont des curieux venus de partout pour observer cet arbre.